Située sur un plateau, à quelques kilomètres de la ville du Caire en Égypte, Gizeh est une ville située sur la rive gauche du Nil où s'ouvre son delta au nord du pays. Gizeh doit sa renommée internationale à sa vaste nécropole et à ses très célèbres et très grandes pyramides, celles de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. La grande pyramide de Khéops, avec ses faces orientées sur les 4 points cardinaux, mesurant chacune au sol plus de 230 mètres pour un périmètre de 922 mètres, pèse environ 5 millions de tonnes. Chaque bloc de pierre calcaire polie pesant en moyenne 2 tonnes et demie. Du haut de ses 137 mètres, elle domine le plateau de Gizeh. La pyramide de Khéops, érigée sous l'Ancien Empire durant la 4e dynastie vers 2650 avant Jésus-Christ, est donc la grande pyramide, la plus grande pyramide d'Égypte et qui fut jusqu'au début du XXe siècle le plus volumineux, le plus haut et le plus massif monument jamais construit. Elle est considérée depuis 2000 ans comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le complexe est aussi composé d'un temple funéraire, de pyramides subsidiaires, d'annexes et d'une vaste nécropole de fonctionnaires contemporains du pharaon avec, comme gardien, le sphinx majestueux. Ce sont tous les illustres témoins de la civilisation de la basse Égypte antique. C'est du pied de ces pyramides, aujourd'hui haut lieu touristique, que le futur empereur français Napoléon Bonaparte, lors de la campagne d'Égypte en juillet 1798, aurait prononcé avant une bataille décisive le célèbre « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Le sphinx de Gizeh est donc la statue qui se dresse devant les grandes pyramides du plateau. D'une longueur de 73 mètres, d'une hauteur de 20 et d'une largeur de 14 mètres, le sphinx est une sculpture monumentale taillée dans un promontoire naturel du roc. C'est une statue thérianthrope, car elle montre l'imbrication à des fins mystiques de l'homme et de l'animal. Sa tête tournée vers le levant. Le corps du sphinx est celui d'un lion couché et la tête celle d'un souverain portant le némès, la coiffe emblématique des pharaons, ornée d'un uræus, le cobra. Son visage pourrait en fait représenter Khéops lui-même. Plusieurs indices le prouveraient, comme l'observation de sa coiffe, la largeur de son menton, la forme de ses oreilles ou sa barbe de cérémonie. Certains pensent aussi que ce pourrait être une statue d'Anubis en chien, recyclée ultérieurement par un autre fils de Khéops à la gloire de son père. Le sphinx assurait une fonction de gardien du site, ou peut-être plus précisément du temple solaire édifié à côté de la pyramide de Khéops. Si le site laisse sans voix, il n'y a pas si longtemps, les savants du XIXe siècle se jugeaient incapables de reproduire les prouesses techniques de tels ouvrages d'art. Des théories sont alors apparues afin de tenter d'en percer les mystères, mais la pyramide est avant tout un tombeau et représente une des plus pures et des plus abstraites œuvres d'art jamais conçues. Selon Hérodote, Khéops était considéré comme un pharaon cruel et injuste envers son peuple. Cette réputation provient sans doute du fait que l'on imaginait mal un tel édifice comme la Grande Pyramide être construit autrement que par des esclaves dans la sueur et la souffrance. Or, de récentes découvertes, suite à des fouilles, ont révélé les traces d'une ville bâtie pour les artisans et les ouvriers du plateau. Il apparaît que ceux-ci étaient bien nourris, soignés, et le cliché des esclaves menés au fouet et battus en brèche par les découvertes faites sur le terrain et dans les tombes.
L'hypothèse a alors été émise que le projet des pyramides aurait pu constituer un projet fédérateur et un moyen politique et spirituel de réaliser l'unité des deux terres, c'est-à-dire l'unité de la Basse-Égypte et de la Haute-Égypte. À ces artisans et ouvriers spécialisés se joignait une main-d'œuvre venue des villages de toute l'Égypte, sans doute de façon non permanente, et de plus, les villages contribuaient à ces grands projets religieux en envoyant des vivres sur ces chantiers pharaoniques. La pyramide de Khéops fait donc partie d'un complexe funéraire plus large constitué d'un temple funéraire, d'un ensemble composé des pyramides et de 3 autres petites pyramides de reines et de multiples mastabas regroupées en 3 cimetières. Seule une statuette en ivoire d'une dizaine de centimètres à son effigie nous est parvenue. Il est le fils du roi Snéfrou et de la reine Hétep-Hérès Ier et est considéré par certains comme l'un des plus grands pharaons de l'histoire de l'Égypte antique. Sa réputation repose surtout sur ses réalisations architecturales, entre autres celle de la Grande Pyramide, dont la construction dura 20 années, nécessitant 20 000 ouvriers, et considérée de nos jours comme la perfection en termes de technique de construction et d'architecture. Bien que nombre d'auteurs arabes aient relaté la découverte du corps du pharaon accompagné de son trésor funéraire, les contradictions que l'on peut relever dans ces différents récits sèment le doute sur la véracité de ces témoignages souvent réalisés des siècles plus tard. Cette incertitude, ainsi que la réputation d'inviolabilité de la Grande Pyramide, incite de nombreux archéologues et historiens à continuer à rechercher la chambre funéraire qu'ils supposent toujours cachée dans la masse du monument. Cette recherche s'est accentuée ces 20 dernières années, aidée en cela par les nouvelles technologies de mesure et de détection. Depuis plus de 4500 ans, le monument phare de l'Égypte est en effet scruté et étudié sans relâche. Ce chef-d'œuvre est la concentration et l'aboutissement de toutes les techniques architecturales mises au point depuis la création de l'architecture monumentale, et les exploits atteints en font une pyramide à part. Il est plus aisé de décrire l'aspect externe de la pyramide que le massif interne dont la conception n'est pas certaine. Les pierres de la Grande Pyramide ont des dimensions variant en fonction de la hauteur à laquelle elles se trouvent. Il semblerait évident de constater que plus on se rapproche du sommet de la pyramide, et plus la hauteur des assises diminue. Or, cette règle n'est pas applicable ici. Les assises diminuent de hauteur jusqu'à un certain niveau au-dessus du sol, puis, à partir de celui-ci, augmente en taille jusqu'à diminuer encore, et ainsi de suite. Il existe ainsi 18 groupes d'un nombre variable d'assises. On explique cette particularité par la provenance et la nature des matériaux employés. Une carrière de calcaire dont le sous-sol est composé de strates d'épaisseur variable. La pyramide ne représente pourtant pas un volume entièrement construit artificiellement. Les Égyptiens ont bénéficié en effet d'une éminence rocheuse sur laquelle ils édifièrent le corps de la maçonnerie. Cette particularité pose encore plus le problème de l'extrême précision avec laquelle ils accomplirent le nivellement de la base sur ses 4 côtés. L'entrée de la pyramide est à une hauteur de 15,63 m et est surplombée par un système de décharge avec voûte et linteaux monolithiques. On accède aujourd'hui aux infrastructures par la percée qu'effectua le calife Al-Mamoun en 820. Elle fut creusée quelques mètres sous la véritable entrée et débouche sur le couloir ascendant. Le revêtement lisse de la pyramide était encore en place à cette époque et masquait le dispositif de fermeture antique. Cette entrée aurait été fermée au moyen d'une pierre mobile. Le parement, originellement composé de pierres en calcaire fin, a presque complètement disparu. Il n'en subsiste plus que quelques blocs au niveau de la base, reposant sur les pierres du socle, contrairement à la pyramide de Képhren, qui, elle, est mieux conservée et a gardé son chapeau.
La pyramide de Khéops fait donc partie d'un complexe plus large constitué aussi par les pyramides de son fils Képhren et de son petit-fils Mykérinos. Mykérinos est le nom grec du souverain Menkaouré, sous la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien. La pyramide de Khéops fait donc partie d'un complexe plus large constitué aussi par les pyramides de son fils Képhren et de son petit-fils Mykérinos. Mykérinos est le nom grec du souverain Menkaouré, sous la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien. Il aurait régné approximativement de l'an -2490 à l'an -2473 et aurait succédé à Képhren. Tout comme son père et son grand-père, il reste attaché à l'édification d'une pyramide à Gizeh. C'est la plus petite des 3 grandes pyramides du plateau. Cette pyramide, qui s'élève à l'extrémité sud, ne représente qu'un dixième du volume de la pyramide de Khéops. Sa hauteur étant de 66 mètres et son côté de 108 mètres. Le règne de Mykérinos, riche de réalisations monumentales, clôt dans l'art égyptien le chapitre des grandes pyramides. Le complexe funéraire se compose également de 3 pyramides de reines. De plus, Khéops avait aussi fait aménager une sépulture pour sa mère Hétep-Hérès Ière, après que sa tombe originelle eût été pillée. Les vestiges du temple funéraire érigé au pied de la pyramide possèdent certains blocs qui atteignent le poids de 200 tonnes. Tout autour, de multiples mastabas regroupés en 3 cimetières, situés un à l'orient derrière les pyramides des reines, l'autre au sud de la grande pyramide et enfin le dernier à l'occident de la pyramide du roi dans le désert. C'est sous ce règne fastueux pour l'architecture et la royauté que les nécropoles se développent de manière significative autour du complexe funéraire royal. Le complexe pyramidal de Képhren, le fils de Khéops, est le mieux conservé des 3, que ce soit la pyramide, son temple haut, sa chaussée montante et le temple bas. C'est de ce dernier, ainsi que du temple du Sphinx, que proviennent les nombreux fragments de statues à l'effigie de Képhren qui existent dans les musées. La base de la pyramide est un carré de 215 mètres de côté et elle s'élevait à l'origine à 144 mètres. Elle fut recouverte d'un parement de calcaire fin dont seul subsiste le sommet. L'histoire de l'exploration de la pyramide de Képhren se confond dans ses grandes lignes jusqu'au XIXe siècle avec celle de la pyramide de Khéops. Il faut donc remonter à l'époque de l'historien grec Hérodote pour en trouver la première description. À la mort de Khéops, la royauté revient à son fils Képhren. Ce dernier se régla en tout point sur son prédécesseur et ne manqua pas de construire une pyramide qui, à vrai dire, n'atteint pas les dimensions de celle de Khéops. La base de l'édifice est en pierre d'Éthiopie veinée de couleurs diverses. Aussi large que la première, cette pyramide a 40 pieds de moins en hauteur. Sur le site de Gizeh, les différents secteurs de la nécropole de Memphis, l'ancienne capitale de l'Empire au sud du Caire, sont actuellement désignés par le nom des villages qui se succèdent au pied du plateau. Le cimetière de Saqqara en est la partie la plus ancienne. C'est là que fut édifiée, vers 2765 avant Jésus-Christ, la toute première construction en pierre appareillée, la pyramide du pharaon Djéser, construite bien avant celle de Khéops. La pyramide de Djéser marqua une évolution importante de l'architecture monumentale. En effet, le tombeau du pharaon prend, pour la première fois et après de multiples modifications, la forme d'une pyramide. Cette innovation marqua la naissance d'un nouveau type de sépulture. La pyramide a connu plusieurs états successifs avant d'atteindre sa forme finale. Elle est le résultat de nombreuses hésitations, transformations et d'innovations tant techniques qu'intellectuelles. C'est l'architecte Imhotep qui conçut ce chef-d'œuvre de l'ancien empire égyptien. Le complexe funéraire de Djéser est le plus grand jamais construit en Égypte. Il est composé, outre d'une pyramide à degrés,
de nombreux édifices cultuels, un temple-palais, un serdab et des chapelles, des pavillons, des magasins et enfin, une grande enceinte clôturant cet ensemble de constructions qui s'étend sur plus de 15 hectares. L'enceinte à redans, c'est-à-dire à angle saillant, d'une hauteur originelle de 10,50 m, ne comportait pas moins de 211 bastions régulièrement répartis sur tout son périmètre. La muraille comportait une seule entrée située près de l'angle sud-est et 14 fausses portes. L'entrée principale, un passage étroit d'1 mètre, donne accès à un long corridor. Les murs latéraux de celui-ci sont ornés de 20 fausses colonnes imitant des rondins disposées en saillie au mur et hautes de 6,60 m. Il ne s'agit donc pas encore de véritables colonnes proprement dites. La grande cour est bordée au sud par une façade surmontée d'une frise de cobras femelles qui sont les symboles de la monarchie et qui incarnent les puissances protectrices et destructrices du pharaon. Les 3 couloirs bordés de 2 rangées de colonnes fasciculées débouchent sur une salle hypostyle qui donne accès à la grande cour orientée nord-sud. Bien que l'appartement royal ait été complètement pillé dès l'Antiquité, le mobilier archéologique dégagé lors des fouilles de cet ensemble funéraire n'en est pas moins d'une importance exceptionnelle. Des milliers de vases et de coupes gisent encore au fond des galeries attendant d'en être extraits. 2 sarcophages d'albâtre, dont l'un contient encore le squelette d'un enfant, sont encore placés au sein de la galerie de la famille royale. Les 2 maisons construites au pied de la pyramide représentent les sanctuaires de la Haute et de la Basse Égypte. Elles se différencient par leurs éléments décoratifs. La maison du Sud présente des chapiteaux proto-doriques de 3 mètres de hauteur qui en mesuraient 12 à l'origine. Elle est surmontée d'une frise de kakérou figurant des faisceaux de végétaux noués utilisés dans la construction de maisons en bois. Elle renferme les plus anciens graffitis touristiques connus. Un Égyptien de la 18e dynastie marquera ainsi son passage. Le scribe Ahmosé, fils de Ptah, vint pour voir le temple de Djéser. Il le trouva comme si le ciel était en lui, Ra se levant en lui. La maison du Nord, elle, est dotée d'une façade de style dorique primitif. Les chapiteaux surmontant les colonnes sont également ornés de fleurs de papyrus. Le mur en pierre du serdab, placé devant la pyramide, est percé de 2 trous sur sa face nord. Il renferme la copie d'une statue peinte, grandeur nature, du pharaon défunt afin qu'il puisse voir et recevoir des offrandes et regarder fixement les étoiles. Le hall d'entrée et sa colonnade débouchent donc sur la grande cour sud et le temple de Djéser. 2 édifices en forme de baie de 11 mètres de long prennent place au centre de la cour. Leurs fonctions sont sans doute liées au rite du Hebsed, le jubilé du pharaon. On y trouve également les vestiges d'un autel précédé d'un petit caveau de 1,60 m sur 90 cm, retrouvé vide. Aux abords de cette cour, le socle de l'une des statues du roi, aujourd'hui conservée au musée du Caire, a été découvert. Elle est gravée du nom d'Imhotep, le constructeur du site, appelé le chancelier du roi de Haute et de Basse Égypte, l'administrateur du palais, le noble héréditaire, le grand prêtre d'Héliopolis, constructeur-sculpteur et fabricant de vases. Le tremblement de terre du 12 octobre 1992 a sérieusement affecté les infrastructures de la pyramide et du site. La voûte du grand puits funéraire et les plafonds de plusieurs galeries souterraines menaçant de s'effondrer, une mission de sauvegarde a été commandée par le Conseil suprême des antiquités égyptiennes afin de mener à bien les restaurations. En parallèle, des études sont constamment effectuées afin de mieux connaître ce monument majeur. Un puits de 28 mètres de profondeur prenant naissance au pied du mur des Cobras donne accès au tombeau sud de Djéser.
sépulture dont le plan des souterrains est une copie des infrastructures de la pyramide à degrés. Une longue descendrie, aujourd'hui à ciel ouvert, s'enfonce jusqu'à un caveau de granit suivi des appartements, ainsi que de 3 magasins. La pyramide de Ounas, qui fut le dernier roi de la 5e dynastie, en 2350 avant Jésus-Christ, était d'une hauteur primitive de 43 mètres et d'une longueur de côté de 57 mètres. Elle est aujourd'hui très dégradée. Les fouilles entreprises au début du XXe siècle permirent d'identifier dans la salle du sarcophage une série de textes gravés sur les parois, les textes des pyramides, les premiers textes religieux de l'Égypte. Il ne reste pratiquement plus rien aujourd'hui du temple funéraire de Ounas, mais le long de la chaussée qui part de sa pyramide et qui mène au temple de la vallée sont parsemés de nombreux mastabas qui sont des sépultures annexes au complexe. Les Européens et les Égyptiens qui continuent de fouiller le sol de Saqqara y découvrent de nombreux tombeaux jusqu'alors ignorés. Le mastaba d'Iku-Rapta, où tombe du boucher, est situé en contrebas de la chaussée et date de la 5e dynastie. Hirut-Kapta était chef de la voirie des abattoirs, c'est-à-dire boucher du roi. Sa sépulture est connue pour sa rangée de statues dans la première salle précédant la chambre funéraire. Les 8 statues représentent la famille du défunt. Bien que de qualité artistique moyenne, les couleurs sont encore très bien conservées. Au temps des pharaons, les Égyptiens veulent croire en l'immortalité de la personne humaine. Et pour cheminer dans l'au-delà, celle-ci doit être accompagnée des images quotidiennes du défunt et de ses habitudes. La chaussée de Ounas, longue de 700 mètres et large de 6,70 m, formait un long tunnel éclairé grâce à une ingénieuse idée de ne pas raccorder les dalles formant le plafond. Une fente longitudinale de 20 cm courait sur toute la longueur. Elle était protégée par 2 murs latéraux d'une hauteur de 3 mètres qui soutenaient le plafond, représentant un ciel peint en bleu et orné d'étoiles jaunes. Des entrées comme celle-ci, beaucoup en parsèment la chaussée, car le privilège de pouvoir se faire inhumer aux côtés de son maître représentait alors la meilleure manière d'afficher sa réussite dans ce qu'était la société égyptienne d'alors. Le roi est au centre de tout et domine de son écrasant monument une vaste nécropole conçue à l'image de la cour. Plus sa sépulture est en vue de la pyramide royale, plus le rang est élevé. Et ses courtisans souhaitaient poursuivre dans leur mort leur service au plus proche de leur souverain.
Le mastaba des manucures du roi, Khnumhotep et Nianchkhnum, est une tombe très originale dédiée à 2 personnes. Mais quel lien les unissait? De part et d'autre de la porte d'entrée, les noms des propriétaires de la tombe. À gauche, le manucure royal Khnumhotep et à droite Nianchkhnum. En outre, les 2 hommes étaient prêtres, chargés du culte de Rê au temple solaire du pharaon. La décoration est très riche. De part et d'autre de l'entrée, on distingue des hommes fabriquant et transportant des statues à l'effigie des défunts, du bétail est amené également, ou des pêcheurs remontent des poissons pris au filet. Khnumhotep et Nianchkhnum se tiennent par la main, une attitude qui montre leur proximité. On pense qu'ils étaient vraisemblablement 2 frères. Leurs épouses respectives sont représentées auprès d'eux. Ici, une joute nautique. Des hommes s'empoignent à la main ou avec des bâtons pour essayer de se faire tomber à l'eau. Là, 2 hommes aident une vache à mettre bas son petit. L'un des 2 frères est porté par ses serviteurs. On distingue un nain sous la chaise à porteur. Toute une vie relatée ici sur ces murs comme un formidable documentaire. Le site de Saqqara est situé à l'orée du désert, à la lisière du monde de la mort. Les tombes s'y multiplieront pendant les millénaires pharaoniques, suivant les emplacements privilégiés des résidences royales successives. De ce fait, tombes royales et sépultures plus modestes se côtoient et présentent de nombreux témoignages sur la vie quotidienne de l'Égypte ancienne. Au fil du temps, la simple chapelle de briques crues des premiers mastabas s'agrandit en appartements complexes. Le décor devient d'une finesse remarquable grâce à l'emploi de calcaire de qualité. La quasi-totalité de la superstructure est alors occupée par de nombreuses pièces, cours et salles hypostyles. La stèle fausse porte est devenue monumentale et abrite généralement une statue du défunt. À l'intérieur, un autel sert aux offrandes. Au Moyen Empire, avec l'éloignement de Pharaon et de sa cour, d'abord à Thèbes puis dans le Fayoum, la nécropole fut alors quelque peu délaissée.
Sous le Nouvel Empire, avec le renouveau de la ville de Memphis pendant les 18e et 19e dynasties égyptiennes, les nobles et les courtisans se font à nouveau inhumer à Saqqara dans des tombeaux surmontés par de véritables temples-chapelles funéraires. La cour du Ebsed est bordée par une succession de chapelles. Certaines sont d'une conception sobre, tandis que d'autres présentent des motifs sculptés dans la pierre qui imitent végétaux et pièces de menuiserie. Chacune d'entre elles dotée d'une niche à offrande. 3 de ces chapelles dénuées de ces éléments décoratifs possédaient une toiture plate et semblent avoir une certaine parenté architecturale. Il s'agirait de chapelles associées aux principales divinités égyptiennes de Haute et Basse-Égypte. On peut ou pas imaginer le poids des 3000 ans de civilisation égyptienne lorsqu'on quitte les pyramides de Gizeh, le Sphinx et le site de Saqqara. 3000 ans d'inventivité, de création, de savoir et de raffinement. Mais aussi 3000 ans qui ont érigé le culte des morts comme la pièce maîtresse de l'aventure humaine. Faisons un bond dans le temps et dans l'espace pour nous rendre à Edfou, sur la rive gauche du Nil, à 755 km au sud du Caire, entre Assouan et Luxor. Le dieu de cette cité était un dieu faucon, et son temple est voué au culte d'Horus, l'Horus de Béhédé. Il est le plus grand et le plus important temple de la dynastie des Ptolémées, c'est-à-dire de la période grecque vers l'an -300 avant notre ère. Avec 137 mètres de longueur, 79 mètres de largeur et 36 mètres de hauteur pour les pylônes, il est l'un des temples les mieux préservés en Égypte. Consacré à la triade composée du père Horus, de l'épouse Hathor et du fils Arsomtus, ce temple a un grand intérêt pour ses inscriptions qui donnent, par le menu, tous les détails du culte quotidien rendu à Horus et des cérémonies marquant les 4 plus grandes fêtes annuelles. Murs et colonnes racontent les différents rites accomplis. Devant l'entrée du pylône se dressent 2 statues du dieu faucon en granit gris. Le culte d'Horus, celui qui est au-dessus, est un des plus anciens d'Égypte. Il remonte très certainement à la préhistoire. C'est un dieu à multiples facettes. Il est le faucon céleste, dont l'œil droit est le soleil et l'œil gauche la lune. Il est aussi l'Horus de l'horizon, en concurrence avec Ré, à la fois soleil du matin et soleil du soir. Et enfin, dans le mythe osirien, Horus est le fils d'Osiris et d'Isis. Osiris, assassiné par son frère Seth, est ramené à la vie le temps d'une union. C'est de cette union miraculeuse que naît Horus, fils d'Isis. Passé le grand pylône, sur la face interne duquel on peut observer une représentation du baptême du roi par Horus et Thoth, la grande cour d'allée est entourée sur 3 côtés par une galerie à colonnes. Ces dernières sont surmontées de chapiteaux composites, floraux ou verts, et leurs fûts sont entièrement décorés de représentations du roi devant les dieux. Toutes les colonnes sont différentes. Le programme décoratif de la cour est en rapport avec les fêtes d'Hathor et d'Horus, mais également avec l'ensemble des divinités ayant un quelconque lien avec Horus. Scènes d'offrandes, défilés et activités liturgiques sont, comme à l'accoutumée, représentées sur les murs. On y voit les felouks, suivant qu'elles remontaient ou pas le Nil, utilisant leur voile ou pas.
Les colonnes sont couvertes d'inscriptions et de reliefs où le roi sacrifie aux dieux. Ici, le mur est décoré de bas-reliefs évoquant les cérémonies du sacre de Pharaon. Au fond se dresse une superbe statue d'Horus faucon coiffée de la double couronne de Haute et de Basse-Égypte. Taillée dans un bloc de granit gris, elle garde l'entrée du sanctuaire. La façade du pronaos est formée de 6 colonnes aux chapiteaux palmiformes et floraux, entre lesquels se dressent des murs bahus séparant la cour de l'intérieur du temple, tout en laissant entrer la lumière. Pour pénétrer dans cette partie du temple, le roi devait être purifié. Les reliefs de la façade représentent ce rituel réalisé par Horus et Thoth. Le plafond du vestibule est supporté par 12 colonnes aux chapiteaux variés ornés de fleurs et de palmes. Au-dessus de la porte, le disque ailé encadré d'Uræus représente Horus. Sur les murs latéraux du vestibule, on peut lire que la première pierre de ce temple fut posée le 7 Épiphi de l'an 10 du règne de Ptolémée III, soit le 23 août de l'an -237 avant Jésus-Christ. En avançant dans le temple, le sol se relève, les plafonds s'abaissent et la lumière décroît, de manière à faire du sanctuaire un lieu obscur et mystérieux. Le fond du vestibule mène à une salle hypostyle supportée par 12 colonnes, représentation ici des 12 heures nocturnes. Sur les murs de cette salle, comme sur les parois de la première salle hypostyle qui sert de vestibule, sont honorées une grande partie des divinités d'Égypte. Sur la paroi nord, on retrouve la procession des barques divines d'Hathor et d'Horus. À gauche, le trésor renfermait tous les objets précieux et l'argent du temple. Sur les murs sont représentés les éléments des parures divines qui devaient également être stockés ici. À droite de cette salle se trouve la chambre du Nil, où l'on entreposait l'eau destinée au rite de purification. Dans le laboratoire étaient entreposés onguents et parfums dont les recettes sont inscrites sur les murs. Sont représentées également les divinités des régions productrices de produits entrant dans la composition des potions magiques du temple. Horus, celui qui voit loin, est en tête de la barque processionnelle du pharaon.
En sortant de la salle hypostyle, on accède à la salle des offrandes. Elle servait, comme son nom l'indique, à déposer les offrandes divines sur des autels et des dressoirs. Elle communique avec un escalier menant à des pièces aménagées dans l'épaisseur de la paroi. Et un escalier permet d'accéder au toit. Une des chapelles entourant le sanctuaire abrite une réplique de la barque sacrée. La pièce dégage une forte force mystique. Un naos en granit patiné haut de 4 mètres occupe encore le centre du sanctuaire. Là, l'effigie d'Horus, parée et ointe de baume, recevait 3 fois par jour un service d'offrande accompagné de musique et de prière. Sur les murs de cette salle sont gravées les différentes étapes du réveil de la divinité et des actions que fait le roi ou son représentant le matin. Le matin, après avoir gravi les marches du naos, le grand prêtre en brisait les sceaux qu'il avait apposés la veille au soir, puis ouvrait les 2 battants pour révéler la statue divine et lui permettre d'entamer sa course diurne créatrice. Le soir, il refermait les portes de cèdre, y appliquait les sceaux et se retirait à reculons, après avoir effacé les traces de ses pas à l'aide d'un balai. Ce bloc monolithe de plus de 4 mètres de haut et qui est toujours en place. Les 3 chapelles rayonnantes qui entourent le sanctuaire étaient destinées à certains rites, dont celui de la fête de la Bonne Réunion. Lors de cette fête, une des chapelles accueillait la statue de la déesse Hathor venue rendre visite à son époux Horus. Chaque année, durant 2 semaines, cet événement populaire donnait lieu à d'importantes réjouissances. Entre le temple et le mur d'enceinte, un couloir isole le temple du monde extérieur. Celui-ci est orné de scènes relatant le mythe d'Horus selon lequel le dieu aurait dû, à travers moult péripéties, prouver qu'il était digne du trône d'Égypte. Plusieurs grandes fêtes y sont représentées, la commémoration de la victoire d'Horus sur Seth, ainsi que les cérémonies de la fécondation du Nil liées à la visite annuelle d'Hathor qui, de Dendera, venait s'unir à son époux. À l'époque chrétienne, le temple fut transformé en église, ce qui explique le martelage d'une partie des reliefs. La paroi ouest relate donc le combat d'Horus contre Seth, Hippopotame, le meurtrier de son père Osiris. Pour venger la mort de son père Osiris, Horus l'affronte. Il gagne le combat et reçoit le trône d'Égypte en héritage. Il est par là même le premier des pharaons après son père. À l'opposé de Seth qui représente la violence et le chaos, Horus pour sa part incarne l'ordre et tout comme Pharaon, il est l'un des garants de l'harmonie universelle. Cependant, il ne faut pas réduire la théologie complexe des Égyptiens à une conception manichéenne du bien et du mal, car bien et mal sont des aspects complémentaires de la création, tous deux présents en toute divinité. C'est cette croyance que baigne et que véhicule cette vallée du Nil, empreinte de fertilité.